Au-delà des tatamis, un podcast présenté par la VLB Team où l'on parlera du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Au fil de nos podcasts, on explorera l'impact profond que le sport peut avoir dans les communautés en offrant à nos plus jeunes des outils pour naviguer dans les défis de la vie. Alors si vous êtes prêts à découvrir comment la pratique du jiu-jitsu brésilien se transforme en une véritable force positive dans la vie des enfants, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour des récits inspirants avec nos différents invités qui nous partageront leurs expériences, leurs secrets et surtout leurs passions. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà des tatamis. Donc aujourd'hui, on accueille un jeune sportif, mais qui a déjà de la bouteille. J'ai le plaisir d'accueillir donc Antoine, fondateur de Lift It, oui. Donc nutritionniste. Je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple. Déjà, merci beaucoup Antoine d'accepter l'invitation Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà je te laisse te présenter toi personnellement, puis après on pourra enchaîner sur ton domaine d'expertise. Ok. Donc moi je m'appelle Antoine, je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 5 ans, j'exerce en libéral, j'accompagne des sportifs et sportifs de haut niveau à performer, mais aussi à rester en bonne santé, et j'accompagne aussi de l'enfant à la personne âgée pour rester en bonne santé, pour atteindre les objectifs, aussi bien que ce soit pour une perte de poids, un rééquilibrage alimentaire ou une prise de poids, ou aussi à traiter aussi certaines pathologies qu'on peut avoir. Donc tu accompagnes les gens tu as tout un public, tu as déjà énoncé un grand public, les sportifs, les personnes âgées, ou même voilà, on va dire les gens normaux, entre guillemets, Oui. Classiques, comme nous, des gens qui, voilà, on travaille, on se lève, on mange, et donc tu accompagnes pour rester en bonne santé. Donc soit atteindre des objectifs, donc on va avoir la nutrition performance, c'est ça, exactement. Et la nutrition santé, qui aussi va répondre à différents objectifs. Comme tu disais, perte exactement. de poids, c'est un objectif. Mais aussi, on rentre aussi dans le cadre pathologique. Si par exemple, tu es atteint de diabète ou de cholestérol ou d'obésité, du coup, on va traiter ça par la nutrition. D'accord. Donc, ça veut dire que, toi, déjà, vraiment pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es pas nutritionniste qui a appris dans sa chambre sur YouTube. T'es nutritionniste, c'est-à-dire t'es diplômé. Oui, c'est ça. Je suis diplômé d'un BTS diététique. Et après le BTS diététique, j'ai continué à me former parce que le BTS diététique ne suffit pas parce que ça reste 2 ans d'études, c'est un peu un condensé. Donc il faut se former ailleurs. En tout cas en France, on est un peu limité au niveau des diplômes, donc il faut aller chercher les informations un peu ailleurs, à l'international. Donc ça, aujourd'hui, ça t'a emmené à faire de la diététique et de la nutrition, d'accompagner donc tout type de personnes, comme on l'a dit. Pourquoi tu t'es dirigé vers ça, en fait? Pourquoi diététicien nutritionniste? Ouais, pourquoi ça? Alors, disons que moi, depuis tout petit, je suis passionné par le sport, mais aussi par la cuisine. Et au début de mon cursus scolaire, je voulais faire médecin du sport. Médecin du sport, après on m'a dit que c'était pas forcément possible parce que j'avais un peu des lacunes dans mes études. Et donc, en fait, je me suis plutôt dirigé vers un parcours, comment dire, dans le management et tout ça. Mais ça me plaisait pas du tout. Donc, en fait, j'ai décidé de refaire une prépa diététique, donc une remise à niveau pour justement rentrer dans le cursus BTS diététique. Donc, j'ai refait 1 an après le bac. Et donc, j'ai rattrapé mon niveau scientifique et ensuite, j'ai fait un BTS diététique parce qu'en fait, BTS diététique, enfin plutôt diététicien, c'est un bon compromis entre le sport et la cuisine. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce côté-là. Donc, tu as visé juste, c'est-à-dire que tu étais parti dans le management, tu as dit bon, ça, c'est pas pour moi. Je me vois pas faire ça les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc, tu es allé vers ce que tu aimes, c'est-à-dire la nourriture. C'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu es un diététicien, un nutritionniste, mais tu aimes manger. Ah oui. Là, totalement. Tu sais cuisiner. Donc ça, c'est bon. En plus, c'est bon. Mais donc, la cuisine et donc le bien-être. Exactement. On peut définir un peu ça comme ça. Lift It, c'est ça, en fait. C'est le plaisir de manger pour rester en bonne santé, pour atteindre cet objectif. C'est ça. On peut dire ça? Ouais. Et ça va faire un peu cliché, mais quand j'étais petit, je regardais une petite émission, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est Relooking Extreme, spécial obésité avec Chris Powell. Ah ouais, non. J'étais un petit peu déjà âgé,
Mais je vois cette émission, ouais. Genre, ils commencent obèses et en fait, au bout de 1 an, ils ont fait un relooking extrême de fou malade. Et en fait, c'est la méthode qu'il élabore, elle est super encourageante. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien rendre service aux personnes, les rendre en bonne santé. Et en même temps, ça me fait kiffer, en fait. Et toi, tu as voulu vraiment intégrer là-dedans cette dimension plaisir aussi de manger. Parce Bien que, comme tu nous le diras, mais tu prépares des plats, tu fais ça toi-même, c'est-à-dire que tu as l'expertise cuisine, et c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, du coup, j'ai remarqué aussi que depuis le Covid, en fait, on a eu un grand souci. C'est que, en fait, les personnes sont devenues un peu sédentaires, flemmardes, on va dire. Ils veulent plus forcément, du coup, se préparer à manger. Ils préfèrent commander à manger. Et donc, en général, quand tu commandes à manger, c'est pas forcément de la nourriture saine. C'est un peu plus gras, plus sucré. Et donc moi, j'ai décidé de cuisiner directement pour mes patients. Donc je cuisinais pour eux et je leur envoyais à manger pendant pendant les confinements. Et donc en fait, déjà ça avait du goût et ça coûtait moins cher que commander sur les petites plateformes. Et pour pas faire le mytho, quand tu dis patient, c'est vraiment des patients. C'est-à-dire toi, tu es sur Doctolib, on tape ton nom, on te trouve. Voilà, c'est pour recadrer, t'as vraiment des patients, des gens que tu suis pour des vraies pathologies, avec des vrais cursus, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, t'es sur Doctolib, on te cherche, on te trouve, on prend rendez-vous. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi en rendez-vous en consultation, c'est un patient. Ok. Et donc là, toi, t'as intégré, est-ce que c'est tous les nutritionnistes qui cuisinent pour leurs patients, ou est-ce que c'est une nouveauté que toi t'as apportée? C'est quelque chose qui est courant ou pas? Non, c'est peu courant. Parce qu'en réalité, quand même, les diététiciens nutritionnistes, on est quand même un peu débordés par les rendez-vous, les consultations. On doit travailler après les consultations sur les programmes diététiques. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer parce que de base, j'adore cuisiner. Et de voir que les gens, ils mangent mes plats et qu'ils apprécient les plats, c'est un kiff. T'as un double plaisir, en fait. Exactement. T'as un double kiff dans ton domaine. C'est ça. Et justement, tu parlais de la double préparation, après les rendez-vous, il faut préparer. Peut-être pour ceux qui sont pas très informés sur ce qu'est la diététique, ce qu'est un suivi nutritionnel, peut-être certains ont vu aussi, c'est beaucoup plus présent aux États-Unis, je crois, les diététiciens qui cuisinent pour leurs athlètes. On voit sur les reportages sur les grands athlètes, etc., que ce soit à l'UFC ou les grands boxeurs ou les grands basketteurs, etc. Quand on regarde un peu leur reportage, on voit que souvent il y a un diététicien qui est à la maison, qui leur fait leurs plats, etc. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus présent aux États-Unis peut-être, mais beaucoup moins en France. Mais en gros, c'est ça que tu fais aujourd'hui. C'est ça. Je pense qu'aussi dans les autres pays, ils s'en donnent plus les moyens d'avoir un diététicien, par exemple, chez eux, qui vont limite passer tout leur camp d'entraînement avec eux. En France, je pense qu'on est un peu en retard sur ce domaine-là. Ouais, je pense que structurellement, là, ce serait un autre sujet d'un autre podcast peut-être, mais je pense que structurellement, de toute façon, la place du sport dans notre société à nous, ce n'est pas la même que la place du sport dans d'autres pays. Moi, pour avoir vu aux États-Unis, par exemple, la place du sport aux États-Unis, c'est central en fait. Ouais, par exemple, les petits, quand ils sont à l'école, ils ont des universités avec des équipes. Exactement. Des équipes de leur école et leurs résultats scolaires sont directement liés à leur capacité ou pas d'être recrutés pour être sportifs ou quoi. Donc, il n'y a pas de distinction chez eux entre les résultats scolaires et les performances sportives. C'est ça. Dans le cadre scolaire, en tout cas. Et l'un est lié. Donc, on va trouver des jeunes qui sont peut-être au collège ou lycée, qui vont faire des cours du soir parce que c'est des très bons sportifs, très performants, ils sont sélectionnés par leur coach, etc. Mais les résultats scolaires sont pas bons, ils pourront pas passer à la classe d'au-dessus ou ils pourront pas être sélectionnés dans une autre ligue ou passer à une autre catégorie sportive. C'est ça. Donc, on voit que la grande différence entre... comme tu disais, on est un peu en retard. Je pense que c'est structurel aussi. Le sport, il joue pas la même fonction en France et dans d'autres pays. Si on prend l'exemple du jiu-jitsu, dans d'autres pays, on peut vivre du jiu-jitsu plutôt facilement. Enfin, plutôt facilement. On peut vivre du jiu-jitsu en tout cas, que ce soit en étant coach, ou en étant sportif, ou en étant manager, ou en étant nutritionniste, etc. En France, c'est plus compliqué. Parce qu'on a tout un cadre associatif qui a des qualités, mais qui emmène aussi un peu ce décalage en fait dans les capacités. Je pense aussi qu'en France, on n'est pas très sportif. Et en plus, le jiu-jitsu, c'est quand même assez nouveau en France. Ouais.
Toi, tu es pratiquant de jiu-jitsu. Hein. Je suis pratiquant en jiu-jitsu au VLB Fight Team. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps alors? Raconte-nous un petit peu. J'ai commencé en septembre de cette année, donc septembre 2023. Et je m'entraîne aussi à côté et je fais aussi de la préparation physique. Tu fais, toi, de la préparation physique ou tu... Je m'entraîne en préparation physique. Voilà, d'accord. Parce qu'on va dire, Antoine, il fait tout. Ok, ouais, parce qu'effectivement, voilà, nous, on s'est connus justement dans le cadre du Jiu-Jitsu. Et voilà, on a découvert aussi avec toi, on a découvert un peu les secrets de la diététique. Et justement, pour toi, une bonne diététique, une bonne nutrition, comment est-ce qu'elle impacte les performances d'un sportif? C'est quoi le lien en fait entre les deux? À part être en bonne santé, je veux dire, ok, tu fais attention à ce que tu manges, tu grossis pas trop, tu prends du muscle, etc. Ok. Mais plus techniquement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les liens qu'il y a entre la nutrition et la performance? Bah, en fait, c'est plutôt global. Hein. Disons que si tu manges bien, donc ta récupération elle est bonne. Quand je dis récupération, c'est à la fois récupération nerveuse, récupération musculaire. Si tu récupères bien nerveusement, tu récupères bien musculairement. Et aussi, disons qu'au niveau du système digestif, donc de la digestion, tu sens moins d'aigreur ou de maux. Donc forcément, tu seras plus performant. Mais aussi, on dit bien qu'un corps en bonne santé est un corps performant. Si tu es malade, forcément, tu seras un peu plus impacté. Tu auras, on va dire, un handicap vis-à-vis de ton activité sportive. Alors que si tu restes en bonne santé, forcément, normalement, tu es censé performer. Donc, tu peux plus atteindre ton potentiel. Exactement. Disons que tu te mets à 100% vraiment. Après, bien sûr, il faut une pratique régulière de ton sport. Ouais, vas-y, il faut dire les choses. Hein. Si tu t'entraînes pas sérieusement, c'est pas parce que tu manges bien que tu vas être super performant. Exactement. Il y a les deux qui vont ensemble. C'est un tout. Mais la bonne nutrition, elle aide à maximiser en fait le potentiel de l'athlète. C'est-à-dire, s'il fait de la prépa physique à côté, s'il s'entraîne, il est très technique, etc. dans son domaine, la nutrition, ça va être un des éléments qui va lui permettre d'atteindre ce full potentiel. Voilà, disons que la nutrition, elle est en synergie avec l'activité sportive, mais aussi avec ton hygiène de vie. Parce que l'hygiène de vie, il faut en parler. Si tu es quelqu'un qui vit la nuit et qui ne dort très peu, forcément, tu ne seras pas au top physiquement. Et même mentalement aussi, ça peut jouer. Est-ce que ce parallèle entre le potentiel de performance d'un athlète et ce que tu dis tout à l'heure, tu as dit une phrase que j'aime bien, c'est « j'aide les gens à être en bonne santé ». J'accompagne les gens pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils atteignent leurs objectifs, mais qu'ils soient en bonne santé. Tu as parlé de pathologies comme le diabète, par exemple. La nutrition, elle va aussi agir sur ça. Elle va aussi permettre au corps d'atteindre son full potentiel, c'est-à-dire de moins être attaqué par des pathologies, etc. Et deuxième question, c'est est-ce que vraiment l'accompagnement nutritionnel que tu donnes dans le cadre de ton activité sur des pathologies comme le diabète, est-ce qu'il y a vraiment un impact? Oui, tout à fait. En fait, une bonne nutrition, donc en fait, normalement, ça reste dans du cadre quand même personnalisé. Donc, on prend chaque individu différemment pour voir s'il n'y a pas de problème de santé particulier. Et à ce moment-là, on adapte une stratégie en nutrition pour combler les problèmes, en fait. Et comment tu fais? Tout à l'heure, tu parlais des rendez-vous, après les rendez-vous. Là, tu parles de préparer un programme. Ouais. Comment ça se construit un programme nutritionnel? Alors, avant même de constituer ce programme nutritionnel, donc tu as en consultation la personne, tu lui demandes à peu près elle fait quoi dans la vie, quelle est sa taille, son poids, tu la pèses, tu lui fais une composition corporelle pour voir son taux de masse grasse, son taux de muscle. Tu vois aussi sa prise de sang pour voir s'il n'a pas de carence, s'il n'a pas de surplus au niveau dans le sang. Et ensuite, tu lui poses des questions, du coup, plutôt sur comment il vit, en fait. Quels sont ses horaires de travail? Est-ce que son travail est plutôt sédentaire? Est-ce qu'il est plutôt actif? Est-ce qu'il fait du sport? Quelles sont à peu près aussi ses préférences alimentaires, ses aversions, ce qu'il n'aime pas forcément manger? Et donc aussi, tu lui demandes plutôt des questions aussi sur son état, son humeur. S'il est quelqu'un plutôt de stressé ou de zen. Parce que forcément, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et aussi, on pose des questions plutôt en pathologie et en blessure, par exemple.
Les blessures qui peuvent être assez courantes, par exemple en jiu-jitsu, ça va être des entorses, des luxations. Enfin, ça va être beaucoup articulaire en général et musculaire. Est-ce que toi, tu as des exemples, par exemple, de patients qui sont venus te voir pour consulter sur des pathologies ou sur un objectif de perte de poids ou enfin, pas un objectif de perte de poids, plus sur des pathologies. Et le simple fait de toi d'avoir pu diagnostiquer leur hygiène de vie, ça a déjà permis de solutionner une partie de leurs problèmes, sans rentrer même dans un suivi nutritionnel. C'est-à-dire, tu vois, comme tu disais, l'hygiène de vie, comment tu dors, comment tu marches, comment tu travailles, etc. Est-ce que ça, c'est déjà des éléments qui, toi, t'ont permis, déjà dans des expériences que tu as eues, de déjà solutionner une partie du problème pour laquelle la personne a été venue te voir? Oui, bah, c'est pour ça que en fait, dans le rendez-vous, on pose presque jusqu'à 1 heure de questions. Ça fait une grande liste de questions. Et par exemple, un diabétique qui vient me voir, il me dit « Ouais, je travaille de nuit ». Je dis « Déjà, c'est pas forcément bon, tu es en décalé. Donc, il va falloir que soit au bout d'un moment, tu passes de jour, ou soit tu dois adapter ta nutrition en fonction de ça. » Pourquoi travailler de nuit, c'est pas bon pour un diabétique? Du coup, il y a une fluctuation au niveau des glycémies, le rythme de repas est totalement différent. C'est pareil pour la tension. En fait, techniquement, on n'est pas fait pour travailler de nuit. D'accord, ok. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, on voit que tout est vraiment lié. Et justement, on parlait des entretiens avec des patients. Il faut savoir que toi, tu as accompagné des athlètes de haut niveau. Donc, tu accompagnes d'ailleurs des athlètes de haut niveau aujourd'hui. Parmi eux, Karim Benzema, que tu as accompagné. Bilal Kitou, le boxeur. Youssef Bouganem, boxeur Muay Thai. Yacine Bouganem. Yacine Bouganem, pardon. Reda Mebtouche, dans le jiu-jitsu brésilien. Baki, très récemment, c'est de circonstances. Et voilà, d'autres aussi qui commencent leur carrière, comme Mohamed Bayo et d'autres. Du coup, quel rôle, toi, tu joues envers des athlètes de haut niveau, du coup? Alors, pour les athlètes de haut niveau, notamment en MMA, ça va être beaucoup plus axé sur les pertes de poids, les cuttings, comme on dit. Et donc, en fait, on les accompagne en fonction des échéances. Donc, on applique une stratégie en nutrition qui va évoluer tout au long des semaines jusqu'au jour du combat. Donc, en fait, je les prends en charge du commencement du camp d'entraînement jusqu'à dans la cage ou sur le tatami. Ok. Et comment ça se passe? Alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des objectifs qui ont été atteints? Comment ça s'organise en fait, un cutting? Parce que ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le cutting, en fait, c'est, on va dire, une perte de poids très violente. On peut dire ça, ouais. Très spontanée, on va dire, très subite, avec des écarts de poids qui sont assez importants pour pouvoir être au poids pour une échéance. C'est ça. Et c'est un sujet, le cutting, c'est tout un sujet. C'est dans le milieu sportif, il y en a qui le louent, d'autres qui le détestent. Personnellement, je le déteste, mais j'accompagne au mieux les athlètes. Pourquoi tu le détestes? Alors, tiens. Parce que les pertes de poids, elles sont trop énormes et du coup, le risque de rebond, donc après le combat, elles sont énormes aussi. C'est-à-dire qu'on fait une grosse perte de poids qui choque le corps et le métabolisme. Et quand tu lui redonnes... en fait, c'est le corps, il agit comme une éponge. Tu lui prives d'eau, donc forcément, elle sera sèche, toute petite. Et dès que tu lui redonnes de l'eau, elle regonfle énormément. Ça fait un effet yo-yo, en fait, par la suite. Mais malheureusement, c'est le jeu. Ouais. Et du coup, alors, puisque le corps, il n'est pas fait pour ça, je présume que ça nécessite encore plus d'accompagnement et encore plus de vigilance. Exactement. C'est comment toi, tu maîtrises, par exemple, ces risques-là, quand tu accompagnes un athlète sur du cutting? Du coup, à chaque fois, je vais lui demander, du coup, quel est son rythme pendant ce training camp, quels sont ces types d'entraînement du lundi au dimanche, quels sont ses jours de repos. Et comme ça, j'adapte directement, même au niveau du sommeil. Quels sont ses horaires où il va se coucher et l'heure où il va se lever. Est-ce que toi, tu vas aussi te prononcer sur ça, par exemple? Tu vas lui préconiser de se coucher plutôt à telle heure, de dormir plutôt tant d'heures de sommeil? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte, toi, quand tu accompagnes sur le cutting? Est-ce que le sommeil il a une place particulière? Oui, énormément sur la régulation des hormones et également sur la perte de poids. Si, par exemple, tu dors très peu, déjà, tu es plus susceptible d'être irritable, mais aussi, du coup, tu es potentiellement plus fatigué. Donc moins performant. Donc là, tout l'enjeu, toi, de ton rôle sur ces athlètes professionnels, on le rappelle, qui n'ont pas que un nutritionniste, ils ont aussi des préparateurs physiques, ils ont aussi tout un staff autour d'eux pour
pour assurer d'une bonne sécurité mentale et physique. Mais du coup, toi, tu vas surveiller justement le contrôle de ces grands écarts-là de perte de poids et donc de carence nutritionnelle. C'est ça. Pour donner parce qu'il y a tout l'enjeu de donner le minimum d'apport nutritionnel nécessaire pour que le corps puisse continuer à fonctionner sans que ça crée de la masse, c'est ça ? Sans que ça fasse prendre du poids. C'est ça, exactement. Parce que, par exemple, il faut se dire, en jiu-jitsu, grappling, lutte, c'est des sports où on développe énormément de masse musculaire. Contrairement en boxe où plutôt on va perdre plus du poids, on va dire. Mais c'est pour ça aussi qu'on se coordonne avec les coachs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux. Parce que les préparateurs mentaux aussi vont beaucoup aider sur la phase de diète. Si par exemple la personne elle a des troubles du comportement alimentaire, si elle les appréhende. Oui, on avait donc le dernier podcast, un des derniers podcasts avec Ibrahim Gary, justement, qui nous parlait de la gestion des émotions, gestion du stress dans la préparation mentale. Et là, on voit que c'est lié, en fait. Bien sûr. Ça veut dire un athlète qui est stressé pour sa perte de poids, eh bien, il va peut-être pas réussir à perdre du poids. On sait que le corps, des fois, il réagit de manière un peu incontrôlable. On va se priver, mais on va grossir. C'est ça. On va manger, puis on va maigrir. Donc, il y a une corrélation aussi entre la préparation mentale, c'est-à-dire mettre la tête dans les bonnes... Ce que disait Ibrahim, c'est lui, son travail, c'est de permettre aux gens d'être à leur full potentiel le jour J. Donc, c'est de régler le mental avec toi, la diététique, pour que le mental ne vienne pas fausser toi, tes programmes nutritionnels, pour que le corps puisse continuer à prendre ce qu'il faut. C'est ça le cutting, tu vas leur donner juste ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer, avec la machine à continuer à tourner. Exactement. Sans qu'elle se casse, quoi. Ouais. Après, bien sûr, il y a à certains moments, forcément, c'est un peu trop intensif et tout ça. Donc, forcément, ils ont une grosse fatigue. Et des fois, au niveau nutritionnel, on ne peut pas trop agir parce qu'on doit quand même respecter le paramètre de perte de poids. C'est-à-dire que tu ne peux pas trop agir, c'est-à-dire que tu ne peux pas leur... En fait, on ne peut pas faire des trop gros déficits, des trop gros... voilà. Parce que, justement, le corps est déjà trop fatigué. Et si tu lui prives encore plus de certaines choses... Tu es obligé de lui donner au risque de compromettre ton objectif. Exactement. Parce que la santé de l'athlète, elle prévaut avant toute chose. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes par rapport à des accompagnements en nutrition sur des athlètes, ceux qu'on a cités ou d'autres, que tu peux nous partager des expériences qui t'ont marqué dans ton activité? Il y en a une, elle m'a beaucoup marqué. C'était l'année dernière. C'était pendant la période du Ramadan. C'était Mohamed Bayo qui faisait un combat pendant la période du Ramadan. Donc période de jeûne. Période de jeûne. Donc à la fois jeûner et du coup faire une diète pendant le Ramadan et du coup combattre pendant le Ramadan. Ouais. C'était un gros challenge, franchement. Mais heureusement, il a performé, il a fini rapidement et du coup, c'est bien passé. Mais donc en fait, pendant le Ramadan, par exemple, les réactions du corps, on peut pas, elles sont un peu imprévisibles parce que forcément, on jeûne, donc soit on perd beaucoup de masse musculaire, soit on prend du poids, on ne sait pas trop. Donc en fait, je l'ai pris en charge donc avant le Ramadan et pendant le Ramadan, du coup, je lui ai fait une diète adaptée. D'ailleurs, Mohamed Bayo qui est un bon exemple pour notre podcast parce que nous, on s'intéresse beaucoup au jiu-jitsu. Donc lui, il vient du jiu-jitsu. On s'intéresse aussi, nous, beaucoup aux jeunes, la jeunesse. Et du coup, il a commencé très jeune aussi. Ouais, c'est ça. Mohamed Bayo, il a commencé très jeune le jiu-jitsu. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et donc, c'est circonstance avec notre sujet. Et c'est vrai que la nutrition, aujourd'hui, on voit que comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est principal et fondamental pour les athlètes de haut niveau. Ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'il y a tout un écosystème de la performance et des combats qui se basent sur des cuttings, sur des descentes de catégories. Ils arrivent le jour J, ils ont changé de catégorie. Voilà, et donc, un athlète qui veut performer là-dedans, il est obligé de se plier un peu à ces règles-là, sinon il va être désavantagé dans le sens où il va combattre dans une autre catégorie en fait. C'est ça. Voilà. Donc ils sont un peu pris par ça et tu t'en as parlé aussi des enjeux des blessures dans l'affaiblissement du corps, etc. Donc voilà, on voit toute la dimension de la nutrition, mais surtout qu'aujourd'hui on peut pas s'en passer. Et
aujourd'hui, ce qu'on voit aussi dans le jiu-jitsu, là, pour revenir vraiment au sujet du jiu-jitsu, et dans d'autres sports, hein, mais pas seulement, c'est on voit des jeunes enfants qui performent comme des adultes. C'est-à-dire qu'ils font les mêmes compétitions que les adultes. Ils font les championnats du monde, ils ont leur championnat d'Europe, ils ont leur championnat du monde. Ils ont des grosses échéances, ils s'entraînent tous les jours. Pour certains, ils font ils font homeschool, ils font l'école à la maison pour pouvoir s'entraîner tous les jours. Ils ont des coachs, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des nutritionnistes. Du coup, ça nous emmène à cette question. Et ça, on le voit encore une fois, en France, beaucoup moins, mais aux États-Unis, on a des grosses écoles comme Atos, comme Aoji, etc., qui ont des petits qui performent comme des adultes et qui s'entraînent comme des adultes. Donc, du coup, est-ce que ce suivi nutritionnel-là, est-ce qu'il est adapté à des enfants? Est-ce que, oui, non, un enfant, est-ce qu'il doit être, entre guillemets, je vais utiliser les gros mots, mais déréglé nutritionnellement parlant pour pouvoir performer? Parce que maintenant, ils performent, les jeunes. Ouais, Ces petits, ils doivent performer. Ils doivent prendre des titres, ils doivent affronter des champions. Et on est face donc à des enfants qui sont dans des situations d'adultes. Du coup, est-ce que la nutrition et la diététique, elle s'applique à des jeunes qui ont 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans? Bah bien sûr, ça s'applique parce que, en fait, disons que pour avoir une bonne maison construite, la première pierre, faut que ce soit une bonne pierre. Donc forcément, plus tu empiles les bonnes pierres, ça fera une maison solide. Une bonne fondation, quoi. C'est ça. Donc en fait, bien manger dès le jeune âge, c'est important. Mais bien sûr, les enfants peuvent se faire plaisir de temps en temps. On sent le nutritionniste qui parle, il dit de temps en temps, pas trop. Les enfants, ils aiment bien manger. Hein. Ils aiment bien manger des gâteaux, du chocolat, des bonbons. Ouais. Mais du coup, si on disait que non, c'est pas adapté la nutrition pour les enfants, parce que c'est trop dangereux, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je parle pas du fait de bien manger 5 fruits et légumes par jour. Je parle pas de ça. Je parle d'une vraie nutrition, un suivi où on va forcément, on va pas enjoliver les choses. Quand on parle de nutrition, on parle de se priver. C'est vrai? Bah, en réalité, non. En fait, ça doit être une nutrition flexible. C'est-à-dire qu'on va dire, on a à peu près 70-80% entre guillemets, comment dire, de rigueur, de autodiscipline. D'accord. Et 20% ou de relâchement, donc manger un petit fast-food ou quoi. Mais disons que sur les 80%, en fait, il faut se faire quand même des bonnes assiettes, mais on peut faire des assiettes vraiment savoureuses et bien au niveau nutritionnel. Et ça, les gens pensent qu'en fait, l'idée reçue, c'est que la diète, ça n'a pas de goût, ça n'a aucun plaisir ou quoi. Et que c'est pas manger aussi? De quoi? Peut-être qu'il y a une idée reçue que la diète, c'est ne pas manger, c'est se priver. Il y en a, ils pensent carrément c'est se priver, c'est ne rien manger. Au contraire, quelqu'un qui mange bien, il peut manger beaucoup en réalité. Hein. Ah ouais. Hein. Donc c'est-à-dire, si on parle de nutrition pour les enfants, on n'est plus en train de parler de priver les enfants de manger. On est en train de parler de donner ce qui est meilleur aux enfants pour pouvoir poursuivre leurs objectifs. Leurs objectifs, pour leur croissance également. C'est important. Oui, parce que les enfants, ils ont des besoins nutritionnels qui sont beaucoup plus élevés que les adultes. Ouais, parce qu'ils se développent, etc. Donc, on déconstruit un peu. C'est la nutrition, c'est pas se priver, c'est pas du régime. Ce n'est pas du régime. D'ailleurs, je n'aime pas forcément le mot régime. Je préfère parler de diète. Parce que le mot diète pour moi, n'est pas restrictif. C'est un mot global. Une diète, ça peut être à la fois une prise de masse musculaire, ça peut être un rééquilibrage alimentaire, ça peut être une perte de poids. Donc je suis en diète. Quand on dit ouais, je suis en diète, ça veut rien dire. Je suis en diète toute l'année, donc voilà. Ça veut rien dire, je suis en diète. Non, ça veut rien dire. Enfin, ça veut tout et rien dire. C'est ça. Je suis en diète, je suis un programme diététique pour prendre de la masse, je suis un programme diététique pour perdre du gras, je suis un programme diététique pour performer, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et du coup, pour les enfants, donc voilà, on rectifie. Et ceux qui nous écoutent, qui avaient cette idée reçue, comme je pense ceux qui sont pas dans le sport, ils l'ont. Hein, c'est la diète, c'est se priver. Il faut pas priver un enfant. Est-ce qu'il faut priver un enfant, Antoine? Est-ce qu'il faut le priver un enfant? Non, faut pas forcément le priver, mais disons qu'il faut limiter certains mauvais aliments, on va dire. Par exemple, on va éviter un peu les fritures. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup d'alternatives aux fritures. Comme par exemple les air fryers, les friteuses à air chaud. Ça marche, ça, c'est bien. Franchement, c'est... Nutritionnellement parlant, je dis pas est-ce que c'est bon, j'ai jamais goûté, mais est-ce que toi, tu conseillerais de faire ça?
Bah franchement, oui. Moi-même, je n'ai pas le air fryer, je vais l'acheter bientôt. Il n'y a pas de sponsor, hein. Il n'y a pas de sponsor sur les air fryers. Nous, on met ça dans l'huile. Hein, on n'a pas d'air fryer, mais on s'intéresse quand même à ça. Toi, tu penses que c'est quelque chose... Il y a une vraie différence, l'air fryer? Oui, il y a une vraie différence. Il y a 90% d'huile en moins. Donc forcément, au niveau calorique, c'est moins important. Donc forcément, on peut manger plus de pommes de terre. Mais le cuisinier qui est en toi, Ouais. l'homme qui aime la nourriture, si on lui dit tu vas pas faire frire là, tu fais frire avec de l'air, il va me dire mais ça va pas être bon. Bah, personnellement, les frites, je les fais au four, tu vois. T'aimes pas la friteuse? Si, j'aime bien, mais bon, après, ça reste un peu trop c'est un peu trop lourd pour mon système digestif. C'est pas bon la friture. La friture, c'est pas bon. On peut dire comme ça, on peut dire globalement la friture, ce n'est pas bon. La friture, ce n'est pas bon. Donc quand on dit à des jeunes athlètes ne mangez plus de friture, on n'est pas en train de les priver de quelque chose. En fait, parce que souvent, l'argument, soit de coach, soit de parents, c'est je vais pas priver mon enfant, il aime ça, je vais lui faire plaisir. Est-ce que un enfant qui mange tout le temps de la friture, c'est lui rendre service que de le laisser se faire plaisir? Ah non, pas du tout. Hein. Là, on va plutôt limiter les fritures à ce moment-là, où on trouvera une alternative à la friture, justement, par la friteuse à air numérique, enfin à air chaud, quoi. Ok. Donc, on peut réguler, en fait, bien faire manger un enfant. Donc, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'était que on peut même manger plus quand on mange bien. C'est ça. Donc, on peut se faire plus plaisir si on aime manger. Exactement. Moi, par exemple, j'aime bien manger. Tu vois, j'aime bien. La dernière fois, tu nous as fait ton petit poulet là avec la moutarde à l'ancienne, c'était délicieux. Et ça, on veut bien en manger plus. Ouais. Tu vois. Mais du coup, les enfants, on peut donc ne pas les priver et leur faire atteindre des objectifs pour qu'ils puissent performer à haut niveau. C'est ça. En plus, avec les enfants, du coup, il y a aussi beaucoup cet aspect mental. S'ils vont manger sans goût ou quoi, bah forcément, ça va les dégoûter. Ils seront un peu plus, aigris. Alors que si tu leur fais manger des choses qui ont bon goût et tout ça, forcément, ça va leur elles vont prendre du plaisir. Et à ce moment-là, ils vont se sentir mieux et ils vont performer encore plus. Parce qu'ils auront plaisir, en fait, à faire ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. C'est là l'apport psychologique de la nutrition, parce que peut-être ça peut paraître un peu abstrait. Mais en fait, un enfant ou un athlète qui prend plaisir à faire ce qu'il fait, il va chercher à se dépasser plus. Exactement. Alors qu'un athlète qui est blasé, un peu aigri, comme tu as dit, déprimé, il peut plus manger, il est fatigué, il n'y a plus rien en fait, il n'y a rien qui le console. Et bien forcément, il va avoir du mal à se dépasser. C'est ça. Donc ça, c'est un des apports de la nutrition aussi notamment sur les enfants. C'est de leur maintenir un cadre qui soit agréable pour eux, malgré les contraintes. Elles sont réelles, hein, les contraintes de poids aussi, parce que même chez les enfants, on est face à ça. Contraintes de poids, contraintes de plaisir, de s'entraînement, de se dépasser, d'aller chercher ses objectifs, etc. On peut concilier tout ça grâce à la nutrition. C'est ça. Toi, tu as déjà accompagné des enfants, par exemple. Comment tu as vécu cette expérience? Bah déjà, les enfants du club, ils sont déjà très matures, ils comprennent rapidement. Donc, franchement, ça a été une très bonne expérience. Donc, alors, juste pour remettre dans le contexte, tu as accompagné des enfants donc, de la VLB Kids sur 2 échéances internationales. Voilà. Et donc, tu les as accompagnés au point de vue nutritionnel sur une période de plusieurs mois où, vas-y, raconte-nous. Voilà. Du coup, l'objectif, c'était de les prendre en charge et qui performent au maximum. Il n'y avait pas forcément de perte de poids à gérer ou quoi. C'était plus d'un côté performance. Donc, très bonne prise en charge. Et en plus, j'ai pu leur parler et surtout parler aussi avec les parents, parce que c'est important de parler avec les parents d'enfants, parce que c'est un peu eux qui, du coup, s'occupent d'eux. Carrément, même, on peut enlever un peu, c'est eux qui s'occupent d'eux. C'est eux qui s'occupent d'eux. Après, il y a aussi les coachs qui s'occupent des enfants pour la partie sportive. Et du coup, il y avait aussi le préparateur mental. Mais du coup, en fait, pour chaque enfant, il y avait un questionnaire à remplir. Questionnaire, du coup, chacun personnalisé. Et ensuite, j'ai élaboré un plan alimentaire adapté à chacun en fonction de leur âge, leur taille, leur poids, leur rythme de vie. Et aussi des recettes de cuisine adaptées, des recettes gourmandes, justement, pour donner ce plaisir aux enfants sans qu'ils sentent de la privation. C'était ta première expérience dans l'accompagnement d'enfants jeunes, hein, parce que là, on parle d'enfants qui ont entre 9 et 14 ans.
C'était pas la première, parce que j'ai quand même accompagné plusieurs footballeurs jeunes qui sont justement en mode repérage et tout ça. C'était en fait des agents de foot qui me contactaient pour ces petites pépites. Ouais. Et par contre, là, c'était la première expérience pour justement le sport du jiu-jitsu brésilien qui demande énormément d'énergie. C'est un sport qui est très énergivore. Donc forcément, c'était ma première adaptation et ma première expérience en jiu-jitsu brésilien pour les enfants. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu comme spécificité au point de vue nutritionnel par rapport à ça? Parce que tu dis qu'il est très énergivore. Comment tu compenses? Et si tu avais des conseils, par exemple, pour les parents qui ont des enfants qui font des sports qui sont très énergivores, et qui font du sport déjà de façon générale, hein, de façon intensive, comment toi, tu as compensé ça, en fait, sur des enfants? Du coup, au niveau de l'énergie, forcément, au niveau de la diète, il faut blinder plus en énergie et plus particulièrement dans les féculents parce que forcément, c'est un peu le fuel, on va dire, dans notre alimentation. Et enfin, dans le sport, on utilise énormément de sucre, donc il nous en faut. Et aussi, du coup, on faisait manger un peu plus tout ce qui était poisson pour les articulations, pour le calcium et autres. Tu leur autorisais quand même un peu de chocolat, un peu de... Ils avaient le droit ou pas? Ouais, ils avaient le droit, mais pas en excès. Le chocolat au goûter. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas en diète aussi. Enfin, tu vois, je viens de faire l'erreur. Je dis parce qu'ils n'étaient pas en diète. Si, ils étaient en diète. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas en diète de perte de poids? Ils n'étaient pas dans la privation, ils n'étaient pas en déficit calorique, ils n'avaient pas un certain poids à atteindre parce qu'ils étaient déjà au poids, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, sur un jeune athlète comme ça, donc on peut faire de la nutrition, on peut faire de la diététique, d'accord, comme tu nous l'as expliqué. Et si on passe à un niveau au-dessus, parce que des fois, on a besoin de rajouter des apports nutritionnels qu'on n'arrive pas à avoir dans la nourriture. Ok. Donc les compléments alimentaires. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut complémenter un jeune athlète de 9 à 16 ans? Je vais m'arrêter à 16 ans parce qu'à partir de 16 ans, ça y est, c'est des adultes. Quasiment. On voit des jeunes de 16 ans, ils tournent avec les adultes, quoi. Mais de 9 à 15 ans, c'est quoi ta position? Toi, c'est quoi ta vision, en fait, des compléments alimentaires? Alors, normalement, dans l'alimentation courante, tu as tous tes apports, surtout pour un enfant. Parce qu'on a, au niveau de l'énergie, on a une grosse énergie. Les enfants, ils commencent presque à manger comme des adultes. Donc, ils mangent quasiment les mêmes quantités que les adultes. Mais par exemple, certains athlètes qui sont un peu fatigués ou quoi, on va peut-être les supplémenter en multivitamines, on va les supplémenter en vitamine C. Par exemple, quelqu'un un athlète, il est trop fatigué, forcément, qui a des défenses immunitaires un peu faibles, on va supplémenter en minéraux. Ça, tu le vois comment qu'il a des défenses immunitaires faibles, par exemple? Il tombe souvent malade. Il se sent pas en forme, il se sent fatigué à certaines périodes de la journée. Normalement, un enfant ne se sent pas fatigué. Il est en croissance, il se sent pas en fatigue. Enfin, il tombe pas aussi malade qu'un adulte, en fait. D'accord. Et donc là, oui. Complément alimentaire, là, oui. Dans ce cas-là, oui, mais du coup, en plus, on peut trouver quand même des compléments alimentaires adaptés aux jeunes enfants et aux adolescents. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les compléments alimentaires? Alors, les compléments alimentaires... Donc, des compléments alimentaires pour les nuls, s'il te plaît. Explique-nous, voilà. C'est quoi? C'est du dopage? C'est pas du dopage? C'est de la drogue? C'est naturel? Qu'est-ce que c'est? Alors, attention, dans certains sports, certains compléments alimentaires, ça peut être considéré comme du dopage. C'est pour ça qu'on évite... on regarde bien si c'est sur la boîte, si c'est écrit contrôle antidopage. Mais les compléments alimentaires, c'est... presque comme des médicaments, on va dire, mais ça ne l'est pas. C'est des choses qui vont accompagner l'alimentation courante pour combler les manques qu'on n'a pas dans l'alimentation courante. Donc, c'est une supplémentation, mais qui ne substitue pas l'alimentation. Donc, ça complémente, comme on dit, ça complémente l'alimentation courante. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'un enfant, il ne devrait pas avoir besoin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faudrait peut-être que c'est possible de le faire? Je dis qu'il n'est pas censé avoir besoin dans la généralité, mais dans des cadres spécifiques, par exemple des carences en minéraux, en vitamines, à ce moment-là, on va supplémenter.
D'accord. Et en situation de fort entraînement, vraiment de forte activité sportive, est-ce que ça peut être nécessaire? Oui, ça peut être nécessaire. Si par exemple l'enfant s'entraîne 2 fois par jour et en même temps il a l'école en plus, c'est un gros rythme qui est très très soutenu. Donc les compléments alimentaires, ça peut être un plus. Est-ce que tu pourrais donner, si on a des parents de jeunes sportifs qui nous écoutent, ou des mamans, des papas, ou des frères, des oncles, etc., des conseils par rapport à justement la surveillance de leurs enfants et de pouvoir diagnostiquer si oui ou non il y a des carences alimentaires, si oui ou non il y a une nécessité d'un suivi nutritionnel, tu vois. Dans le quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de regarder ça, et peut-être aussi des petits conseils de diététicien que tu leur offres dans le podcast pour assurer une bonne santé à leurs enfants. Déjà, il faut s'assurer si l'enfant il mange bien, correctement. Ça peut arriver du coup des fois certains enfants ils sont en demi-pension, donc ils vont manger à la cantine. Donc il faut voir à peu près ce qu'ils mangent à la cantine, il faut voir à peu près le menu, le semainier. Et après, le reste du temps, c'est géré par les parents. Donc il faut s'assurer bien que les parents donnent correctement à manger aux enfants. Si les enfants mangent aussi, parce qu'il y a certaines habitudes qu'on va retrouver. Avant, on ne les retrouvait pas, mais maintenant, on les retrouve un peu plus. Que l'enfant, il ne mange pas le matin. Alors que le petit déjeuner, pour les enfants, c'est très, très important. Hein. Parce que du coup, il y a des apports en calcium qu'il faut combler pour la croissance osseuse et musculaire. Les fruits, donc beaucoup de vitamines dedans. Après, les céréales du petit déjeuner, les petits trucs classiques. Et les produits laitiers, ouais, du coup, soit bol de lait, soit fromage blanc, yaourt ou quoi. Donc, ça, c'est OK, ça? Ça, c'est plutôt OK, ouais. Le lait, c'est bon? Ouais, le lait, ça n'a pas de côté négatif en soi. Hein. C'est mon point de vue. Oui, parce qu'il y a d'autres points de vue sur ça. C'est ça, exactement. Mais en fait, il faut quand même avoir des apports en calcium relativement importants quand on est enfant, adolescent. Donc, premier conseil pour ceux qui nous écoutent, c'est un bon petit déjeuner. Quand on dit bon, c'est pas forcément bon parce qu'il est sucré, il est bon parce qu'il apporte ce qu'il faut. Exactement. Donc, le petit déjeuner type. Alors, je vais plutôt d'un enfant qui fait du sport. Hein. Ouais. Je vais donner deux petits déjeuners types plutôt. Donc, un petit déjeuner sucré et un petit déjeuner salé à ce moment-là. Selon les goûts, du coup. Okay. Un petit déjeuner, on va dire, sucré. Du coup, ça pourrait être un laitage de type yaourt, fromage blanc, petit suisse, accompagné de céréales pas trop sucrées non plus. Donc, quoi comme ça, par exemple, les muesli, les trucs comme ça? Les muesli, ça peut être pas mal. Les flocons d'avoine, après, il faut apprécier. Ouais. Ou ça peut être des céréales qu'aussi du petit déjeuner, un peu plus allégé en sucre. Okay. Accompagné d'un fruit de préférence solide. Une pomme, une banane, un kiwi, de clémentine. Donc voilà. Et donc j'ai cité... le pain. On peut rajouter du pain s'il y a un peu plus d'appétit. Voilà. Mais ça, typiquement, un petit déjeuner, c'est pas mal. Et pain au chocolat? Pain au chocolat. De temps en temps, oui. Donne de la force un peu, Antoine. Donne de la force. Hein. De temps en temps, un petit pain au chocolat? De temps en temps, ouais. Bon, c'est pas préconisé. C'est pas préconisé à la base, mais bon. Sauf si on fait un pain au chocolat maison, mais faut avoir le temps. Hein. Et du coup, si on peut donner un petit déjeuner, on va dire salé, ce serait éventuellement des tranches de pain, donc soit blanc ou complet. Et le mieux, ce serait quand même de manger des aliments complets. Je crois que le pain blanc, le pain de mie blanc, là, il est très sucré, non? Il est très sucré, ouais, c'est ça. Il est pas bon, celui-là. Enfin, préconise pas. On préconise pas la prise de pain blanc tout seul, en tout cas. Ok, donc complet au mieux. Avec un peu, donc tu as dit soit des œufs, soit des amandes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter du coup encore des fruits, et on peut rajouter également un laitage ou par exemple si tu es friand de lait, on rajoute un bol de lait par exemple avec du cacao en poudre. D'accord. On peut rajouter ça. Ok. Donc voilà. Le petit déj sucré, le petit déj salé, ça c'est important. C'est ça. C'est important pour un enfant sportif ouais. Qui va faire une activité sportive qui est intense. Et parce que après, sinon, il va compenser sur le déjeuner. Il va vouloir beaucoup manger au déjeuner. Et aussi, ça peut créer certains troubles du comportement alimentaire, hein, de se priver, de ne pas manger au petit déjeuner. Donc, on va manger en décalé.
Et quand on est en décalé, forcément, bah, le sommeil, il est décalé aussi. Ouais. Et donc, on commence à avoir une hygiène de vie un peu plus déréglée. Voilà, c'est ça. Ok. Au niveau du goûter, voilà, des parents ou des encadrants d'enfants, au niveau du goûter, qu'est-ce que toi avant l'entraînement, par exemple? Avant l'entraînement, donc une grande source de glucides, donc du sucre, mais pas n'importe quel sucre. Donc le sucre plutôt qui va être apporté par les fruits. On va aller plutôt prioriser du coup des fruits solides. Après, si on n'a pas forcément de fruits solides, ce sera plus du type compote ou quoi. Mais après, le jus, on peut aussi le mettre, mais si vraiment l'entraînement est très proche, en fait, il nous faut du sucre rapidement pour l'utiliser à l'entraînement. D'accord. Donc, un fruit, voilà. Et après, on peut également rajouter des barres de céréales, de préférence pas trop sucrées non plus, pas trop grasses non plus, parce que forcément, le gras, ça met plus de temps à digérer. Donc, on peut prendre des barres de céréales classiques, on va dire. Ok. Bah, merci Antoine pour les conseils en tout cas. Plaisir. Sur un coach par exemple, un coach qui encadre des enfants et ils sont sur une période de préparation, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut préconiser à ses élèves pendant l'entraînement, quand il leur fait faire un effort intense par exemple? Est-ce qu'il peut préconiser une petite prise de quelque chose pour relancer un peu le métabolisme? Alors oui, tout à fait. Généralement, pendant les entraînements, il faut pas être en train de digérer. Donc forcément, tout ce qui est liquide, ça va passer plus facilement. Par exemple, on peut faire un petit combo jus de raisin avec de l'eau. J'ai dit bien jus de raisin avec de l'eau, donc c'est bien dilué parce qu'en fait, la sensation trop sucrée, elle peut mener à une déshydratation. Donc le fait de diluer le jus avec de l'eau, forcément, on sent moins le goût sucré. Et en même temps, on fait remonter la glycémie, donc forcément, on peut avoir du jus en fait et de l'endurance musculaire. D'accord, donc ça c'est bien pendant l'entraînement de peut-être dire aux athlètes, voilà, on mélange du jus de raisin avec de l'eau et vous consommez ça pendant l'entraînement quand on sait qu'on va avoir des sessions qui sont un peu musclées, quoi. C'est ça, ou on peut rajouter également des compotes. En fait, c'est aussi selon le goût des athlètes. Et jus de raisin, c'était un exemple, mais ça peut être aussi bien du jus de grenade, du jus de pomme ou autre. Ok. Donc là, on a vu au fil de ce podcast, tout au long du podcast, que on va avoir deux types en fait de diète. On a la diète performance, où là, toi, tu vas accompagner sur la diète performance, et la diète santé, où on va avoir tout un environnement qui tourne aussi autour de la performance parce que éviter les blessures, être en meilleure santé, avoir un corps qui peut mieux fonctionner pour justement aller chercher cette performance. Donc, il y a vraiment... l'impact de la nutrition, elle n'est pas seulement réservée aux athlètes de haut niveau. Ah non, pas du tout. Elle est réservée, pas réservée, justement, elle est pour tout le monde en réalité. Aussi bien du nouveau-né qu'à la personne âgée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a depuis quelques années maintenant. Avant, on avait mangé des produits laitiers à cette sensation pure. Pour ceux qui ont dépassé la trentaine, vous vous rappellerez ça. Et maintenant, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. On a quand même un encouragement des services publics sur la nutrition. Parce que c'est un enjeu de service public, la nutrition, de santé publique. Bien sûr. Pour rester bien portant, rester en bonne santé. Après, ça va évoluer avec le temps, parce que forcément, par exemple, on a de plus en plus de cas d'obésité ou de personnes qui sont en mauvaise santé. Donc forcément, les besoins nutritionnels évoluent, on va dire, chaque 5 ans. Par exemple... avant, ils disaient manger beaucoup de produits laitiers. Là, on va être plutôt sur 2 à 3 produits laitiers, alors qu'avant, on était plutôt à 3 produits laitiers. Le 5 fruits et légumes par jour, on va toujours le garder parce qu'on ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes, la population française en général. Ouais. Et toi, quelle valeur est-ce que tu veux véhiculer à travers la nutrition alors, aujourd'hui? Moi, personnellement, en fait... j'ai envie de briser un peu les idées reçues de la diète privative ou quoi. C'est en fait, on peut... Comment dire? J'avais un petit slogan, mais il faut que je me le rappelle. C'est déjà pour le sport, de la santé à la performance. Donc, c'est la santé d'abord pour arriver à la performance. Mais pour moi, la diète, c'est le... Est-ce que tu dirais qu'on est dans une société qui mange mal aujourd'hui? Globalement, ça veut dire ce que mangent nos enfants, ce qu'on mange, comment on vit, comment on dort, le stress. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, de ton diagnostic de nutritionniste,
on n'est pas dans des conditions super favorables. Bah, en fait, on se met pas dans les bonnes conditions plutôt. On mange de choses parce que les industries agroalimentaires, forcément, pour économiser ou quoi, ils vont rajouter plus d'additifs, de conservateurs. Donc forcément, on mange des choses beaucoup plus transformées qui mènent justement à certaines pathologies où on prend du poids plus facilement. On mange des choses très transformées. Donc il y a plus de cas de, par exemple, de endométriose, SOPK, syndrome ovaire polycystite, des problèmes de thyroïde. C'est quoi ça? SOPK, c'est une pathologie qui touche les femmes. C'est en fait les ovaires, il y a une inflammation au niveau des ovaires et donc en fait il y a un dérèglement hormonal, des règles déréglées. Des fois, on est dans des cas où c'est plus dur d'avoir des enfants dû à cette pathologie. Des vrais changements pour toi. Alors, je ne suis pas du tout médecin, mais il y a des vraies répercussions profondes de l'alimentation de notre ère, entre guillemets. C'est ça, parce qu'on mange des choses beaucoup plus transformées. En fait, la qualité des aliments d'aujourd'hui, elle ne vaut pas celle d'il y a 30, 40 ans. On mange des choses beaucoup plus transformées, des aliments moins naturels qu'avant. Ouais. Et du coup, après ça, on pourrait repartir encore sur 1 heure là, sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de ramifications, en fait, il y a plein de conséquences. Et c'est vrai qu'on voit plein de pathologies qui émergent de plus en plus souvent. C'est ça qu'on n'avait pas avant. Et donc la question, on peut la poser maintenant, mais on ne va pas y répondre. En tout cas, c'est est-ce que tout ça, c'est dû aussi à ce qu'on mange? Tout à fait. On te réinvitera alors. Et puis si vous qui nous écoutez, c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous écrire sur le site internet, sur les commentaires. S'il y a des sujets que ça vous évoque, des choses que vous voulez qu'on évoque, vraiment n'hésitez pas à nous le dire. Et puis on peut réinviter Antoine avec grand plaisir pour parler de ça. Donc du coup, toi, les valeurs que tu veux transmettre dans la nutrition, c'est casser le mythe de la privation. C'est ça. En fait, la diète, pour moi, ça doit rester un plaisir, ça doit être ancré, on va dire, dans notre hygiène de vie, dans nos habitudes. Et il faut pas voir la diète comme un sacrifice, mais comme des habitudes. Comme un plaisir. Comme un plaisir, vraiment. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On fait pour soi, on fait pas pour quelqu'un. Et on préserve notre enveloppe corporelle. Moi, si je t'écoute, là, il n'y a que du bien. C'est-à-dire, je me fais plaisir et en plus, je préserve ma santé, donc je vis mieux. C'est ça, exactement. Bon. D'accord. Si on veut, Antoine, si ceux qui veulent pouvoir te contacter, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou avoir des accompagnements ou s'ils ont des questions, comment ils peuvent te contacter? Comment tu peux les aider? Alors, pour pouvoir me contacter, du coup, c'est directement soit sur Doctolib, donc pour une prise de rendez-vous. Mon cabinet se situe à Garges-les-Gonesse. Ou sinon, sur Instagram, directement, les gens ils peuvent me poser des questions. Sur mon Instagram, c'est LiftEat. Donc L-I-F-T-E-A-T. En fait, oui, L-I-F-T EAT. Le tiré du bas, d'accord. Ouais, c'est ça. L-I-F-T EAT. On mettra tout ça de toute façon dans les descriptifs de ce podcast. Donc, ils peuvent te contacter sur Instagram aussi. Directement pour me poser des questions, pour avoir plus de renseignements. Et, en plus, je fais plusieurs posts instructifs plusieurs fois dans le mois pour justement sensibiliser un maximum la population. D'accord. Que ce soit sportif ou non. Ok, donc vraiment tout public, ceux qui ont... Même s'ils ont juste une question, savoir est-ce que la nutrition pourrait les aider, tu es disposé à répondre. Bien sûr, tout à fait. Okay. Parce que les personnes ne savent pas forcément les services apportés par un diététicien nutritionniste. Les gens, des fois, sont un peu curieux et du coup peuvent me poser des questions avant de passer à l'action. C'est vrai que c'est assez méconnu. Comment dire, on a déconstruit tous ensemble là, dans ce podcast un peu des mythes ou des fausses conceptions de la nutrition, de la diète, du régime, etc. Et c'est pour ça que nous, on a voulu t'inviter parce que on a aussi pu voir en fait ta façon de travailler et la dimension de la nutrition. Et c'est ce qui nous a motivés à vouloir apporter ça parce que nous, notre podcast, il parle du jujitsu, des enfants, de l'impact social. Et pour nous, dans la nutrition, il y a autant la question des enfants qu'autant la question de la performance des athlètes, autant la question de l'impact social sur la santé publique, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on a tenu à t'inviter, on te remercie encore d'avoir pris le temps de venir partager ce podcast avec nous. Merci. Et pour terminer, quelles sont tes perspectives, toi?
Là, Lift It, Antoine, aujourd'hui, tu accompagnes des athlètes. Est-ce que tu as des perspectives? Est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que tu as des scoops à nous partager? Sur quoi on peut t'attendre? Disons que, hormis le côté diététicien, du coup, en fait, je fais un service de traiteur diététique. Donc, en fait, justement, je rends le côté traiteur en mode diététique. Donc, je montre le côté savoureux de la diète. Et donc, ça, je fais ça dans des salles de sport. On peut m'appeler à des inaugurations, des ouvertures, à la fois des entreprises ou généralement, c'est quand même les salles de sport. Parce que du coup, eux, ils sont déjà en mode sport. Qui dit sport dit peut-être diététique. Ouais. Donc, voilà. Oui, parce que tu es partenaire de grandes chaînes de salles de sport. Oui, comme Fitness Park, par exemple. Après, on peut m'appeler aussi, certains indépendants aussi m'appellent directement. Et aussi, ça peut m'arriver aussi de faire des séminaires sur la nutrition du sportif, mais aussi des biens portants ou parler de certaines thématiques. Donc, certaines entreprises m'appellent pour ça. Donc, je fais des ateliers sur 2 à 3 heures. Je peux aussi faire des ateliers de cuisine, justement, pour apprendre à la population à cuisiner diététique. Super, ouais. Pour apprendre à mieux cuisiner, pas techniquement, mais diététiquement parlant. C'est ça. Très intéressant. Bon, on ne peut pas te trouver encore sur Uber Eats, Deliveroo. Non, pas encore. Tu ne peux pas livrer à domicile encore. J'ai des indépendants qui livrent pour les clients. Ah, donc ça, tu le proposes aussi à des particuliers. Tout à fait. Qui voudraient manger des plats diététiques et se faire plaisir. C'est ça. Et aussi, il y a certaines entreprises aussi certains clubs de sport qui me commandent des plats à la semaine directement. Donc, en fait, ils sont livrés une fois par semaine leur repas. Bon, toi, tu veux démocratiser la diététique. Le plaisir de manger bien et de rester en bonne santé. C'est ça. D'abord en Île-de-France et après en France. Bon, on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses, Antoine. Merci. Voilà, vous avez tout entendu. Si c'est ce qui vous plaît, si c'est ce que vous voulez goûter, Instagram, Lift It, il y a le site internet. Site internet également où on retrouvera des e-books, à la fois de programmes de rééquilibrage alimentaire, de sèche, programme également pour le ramadan, pour apprendre à bien manger pendant le ramadan, mais aussi bientôt des e-books de recettes gourmandes. Super. Si on a dit des choses dans ce podcast qui vous ont plu ou qui vous ont déplu, si vous voulez challenger les partis pris d'Antoine, vous pouvez le faire. On ira le chercher pour qu'il vous réponde. Voilà. Vraiment, si vous avez des questions, vous posez tout ça en commentaire. Et Antoine n'est jamais trop loin, donc on peut toujours l'attraper et avoir les réponses de sa part. On va terminer sur des questions très spécifiques que j'aime bien poser à nos invités. Selon toi, comment la pratique du jiu-jitsu brésilien, elle impacte la société et notamment la jeunesse, d'un point de vue très global? Comment le jiu-jitsu, il impacte la jeunesse dans la société? Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une seule qualité. L'humilité. L'humilité. Pourquoi? Parce que comment est-ce que le jiu-jitsu apporte l'humilité selon toi? Déjà, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs dans ce sport-là. Et après, quand on s'est bien roulé dessus, forcément, on n'a plus envie de se rouler dessus. Ouais. Donc, forcément, par exemple, dans des contextes, par exemple, harcèlement ou quoi, on sait qu'on peut maîtriser la personne, mais on ne va pas forcément le faire. Donc pour moi, c'est... avec le jiu-jitsu, on peut bien se canaliser après. Donc pour toi, ça ramène vraiment une dimension de respect et d'humilité. Exactement. Antoine, merci encore beaucoup pour ta participation. C'était vraiment un plaisir de partager ce podcast avec toi. Très instructif. Et puis, comme on a dit, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à demander et à contacter Antoine si vous voulez goûter des bons plats. Et je suis le premier témoin. On peut se régaler pour qu'il puisse vous donner tout ça. Voilà, je vous remercie à tous donc d'avoir écouté ce podcast d'Au-delà des tatamis. Je vous dis au mois prochain. On a un podcast par mois où on va parler du jiu-jitsu brésilien et du sport, de la jeunesse et de l'impact social. Comment est-ce que le jiu-jitsu peut nous rendre meilleurs dans nos vies? Comment est-ce que le sport peut rendre meilleure la société? C'est ce qu'on traitera tous les mois dans nos podcasts. Je vous dis à très vite et à bientôt avec un nouvel invité.